Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'univers et je vous souhaite la bienvenue dans le 55e épisode de ce podcast où je vais vous parler de planètes, d'une découverte majeure concernant la vie dans l'univers, de l'avenir du spatial et d'un grand monsieur qui a rejoint les étoiles. Ce grand monsieur, c'est André Braic et il nous a malheureusement quittés le 15 mai dernier. Il était astrophysicien, il a découvert les arcs de Neptune, il faisait partie de l'équipe d'imagerie de la sonde Cassini qui tourne autour de Saturne et qui nous envoie régulièrement des images extraordinaires. C'est un très court résumé de son immense carrière et je ne parle même pas des livres qu'il a écrits et de son engagement auprès du grand public. En fait, comme j'ai pas envie de vous faire une nécrologie et que je suis encore pas mal affectée, je vais plutôt vous lire la lettre de Mathieu Vidard, qui est le plus bel hommage qu'on puisse lui faire. La voici. André, vous étiez un homme totalement à part, un extraterrestre, un être singulier, rempli d'une énergie et d'une joie de vivre qui laissait totalement éberluer celui qui vous rencontrait pour la première fois. À votre contact, la vie devenait soudainement extrêmement légère et joyeuse. Votre optimisme était contagieux et votre érudition pleine de gaieté nous donnait l'impression d'être instantanément plus intelligent. Vous étiez un homme à ressort branché sur 220 volts et qui semblait ne jamais avoir de baisse de régime. Je garde le souvenir de votre voix veloutée au micro, de votre débit mitraillette qui laissait parfois les auditeurs KO, de vos formules hilarantes qui nous faisaient tous rire dans le studio et en régie. Je garde le souvenir de votre extrême gentillesse. André, vous étiez d'une tendresse infinie et d'une humanité rare. Votre œil charmeur frisait en permanence. Vous aviez un regard aiguisé sur le monde et des solutions pour résoudre tous les problèmes de la planète. On aurait dû vous nommer ministre du bonheur, vous en aviez l'étoffe. Vous auriez insufflé à notre société l'espoir et la force qui lui manquent parfois. Quel dommage que personne n'ait eu l'audace de vous donner une telle place. Mais peu importe, vous avez su toucher le grand public directement en allant sans cesse à sa rencontre. Vos conférences étaient des performances dignes d'un showman, vous aviez le stand-up dans la peau et vous maîtrisiez parfaitement les codes du spectacle. Vous nous avez appris le cosmos sans jamais nous barber. Votre curiosité devenait la nôtre, votre passion nous régalait, et votre émerveillement d'enfant pouvait aussi se lire dans nos yeux. On était des mômes avec vous, on avait le droit de faire le pitre, car vous aimiez les cancres. André, lorsque vous êtes venu il y a quelques semaines à la radio, nous avions trouvé le prétexte de cette 9e planète du système solaire pour vous inviter. Peu importait le sujet de l'émission, nous avions besoin de vous voir, de vous écouter, de nous emplir de votre énergie. Vous aviez fait l'effort de faire cette émission malgré votre extrême fatigue. Votre maladie était sérieuse, mais vous gardiez toujours cette force et ce sourire. Vous aviez la politesse de ceux qui ne se plaignent jamais. Cher André, vous m'avez inspiré. Vous m'avez montré ce que pouvait être un homme de qualité. Je ne l'oublierai jamais. Je ne vous oublierai jamais. On se croisera sans doute un jour au milieu des étoiles. Vous m'emmènerez peut-être jouer avec vous sur les anneaux de Neptune et on se dira qu'on a eu la chance de vivre en France, dans un pays où l'on parlait de liberté, d'égalité et de fraternité. André, pour la première fois aujourd'hui, vous ne me faites pas rigoler. C'est con parfois la vie. Ça nous enlève sans crier gare les plus belles choses du monde. Dès ce soir, si la nuit est claire, j'aurai les yeux braqués vers les étoiles. Je sais que l'une d'entre elles brillera pour vous. Salut, André Braic. Soyez heureux là-haut dans le ciel. Je pense à vous. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis encore très triste. Alors je préfère rester sur ces mots magnifiques de Mathieu Vidard, merci Mathieu, et poursuivre avec la prochaine rubrique. Les images. Donc, restons là-haut dans le ciel et allons voir du côté de Pluton pour commencer, parce qu'André Braic a fait partie des personnes qui ont donné une promotion à cet astre fascinant en le nommant grand chef des objets transneptuniens. Mais c'est une longue et drôle histoire que je vous raconterai bientôt sur un autre support. Il s'agit là d'une vidéo à 360 degrés constituée grâce aux images de la sonde New Horizons qui l'a survolée le 14 juillet dernier. Et c'est absolument fabuleux. Allez vous y promener, vraiment. Autant Mars est absolument sublime, mais ça reste un environnement familier, fait de roches, de montagnes et de sable. Mais là, sur Pluton, on a complètement l'impression d'être dans un paysage extraterrestre, ce qui est vrai, mais ce que je veux dire c'est que ça ressemble en rien à ce qu'on peut se trouver sur Terre. Bon, déjà parce que le soleil est juste un gros point dans le ciel, mais au-delà de ça, c'est pas du tout familier et c'est un peu perturbant, mais évidemment dans le sens magique du terme. Et les illustrations que vous voyez là, ce sont des captures d'écran, parce que j'ai pas mis la vidéo pour pas me faire bloquer par YouTube encore, donc voilà. Mais je vous mets évidemment le lien vers la vidéo à 360 degrés dans la description sous cette vidéo.
Et plus loin de Pluton, évidemment, voici une image inédite de Vénus. C'est la sonde japonaise Akatsuki qui nous l'envoie. Et il s'agit des nuages nocturnes photographiés en infrarouge. C'est vraiment chouette. On n'a pas beaucoup d'images de Vénus et surtout pas de nuit en plus. Alors c'est assez émouvant de la voir un peu mieux et surtout avec autant de détails au niveau des nuages. Et pour finir, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer le dernier retour en date du premier étage de la fusée de SpaceX, encore une fois sur une berge flottante, parce que c'est proprement hallucinant, quoi, cet exploit technologique, c'est dingue, c'était le 27 mai, et ils ont d'autant plus de mérite que c'était un lancement de satellite vers une orbite géostationnaire, donc avec une vitesse très élevée, et c'était d'autant plus complexe de faire revenir le premier étage dans une chute maîtrisée. Et regardez ça, c'est dingue. Ça paraît d'une facilité absolument déconcertante, alors que c'est d'une difficulté inouïe. J'ai entendu quelque part que c'était comme si on laissait tomber un stylo depuis la tour Eiffel pour le faire atterrir debout sur un smartphone. Je sais pas ce que vaut cette analogie, donc à prendre avec des pincettes, mais je rajouterais que le smartphone en question flotte sur une grosse flaque qui se déplace par rapport à la tour Eiffel. Voilà. Bref, SpaceX, merci pour ce rêve que tu nous envoies encore. En parlant de rêves envoyés et de présents qui se mélangent au futur, je voudrais vous parler dans cette rubrique culture de Conquest.space. Bon, je suis pas très d'accord avec le titre qui parle de conquête plutôt que d'exploration, mais à part ça, c'est un projet génial qui a été lancé par une maison d'édition suisse, et l'objectif est de mettre en avant sous la forme d'interviews des personnalités contemporaines qui sont les acteurs du futur de l'humanité dans l'espace. Ou à peu près, parce que je fais partie des premiers entretiens, mais je sais pas si je suis vraiment un acteur du futur de l'humanité dans l'espace. Bref, ça se présente sous la forme d'e-book, un par entretien, au prix de 2,99 chacun, ce qui est plus que correct, hein, et qui comprend en plus un avant-propos écrit par la personne elle-même et des fiches pour en savoir plus. Alors donc je fais partie des premiers interviewés, mais c'est à propos de Mars One, c'est un peu daté, mais tous les autres entretiens sont absolument passionnants. Il y a notamment Romain Charles de la mission Mars 500, dont je vous parle assez souvent, mais aussi Andreas Tziolas, qui a été chercheur à la NASA et qui préside le projet Icarus Interstellar, qui promeut les missions interstellaires, ou encore Cameron Smith, qui est anthropologue, lui, et qui s'intéresse à la colonisation de l'espace par l'humanité. Alors, le terme conquête est plutôt bien employé dans ce contexte, hein, du coup, et ce sont des entretiens passionnants. Moi, j'ai lu ça d'une traite dans un TGV qui avait 2 heures de retard. J'ai appris plein de choses et je me suis vraiment nourrie du point de vue de gens qui réfléchissent à notre avenir avec un point de vue, justement, qu'on n'entend pas souvent. Alors ça soulève de chouettes questions et c'est ce que j'adore personnellement dans ce genre de projet. J'ai eu la chance d'avoir l'intégralité des entretiens en format papier parce que j'y ai participé, mais je vois nulle part où vous pourriez vous le procurer en papier justement. Faudrait peut-être leur poser la question, je sais pas. Mais c'est un projet numérique quand même à la base, hein, mais cela dit, même pour un projet numérique, l'édition papier est bien plus belle que de nombreuses publications d'éditeurs classiques. Donc, voilà, moi je suis team papier, moi encore, Voilà, je l'ai sous les yeux là. Il est vraiment très beau, il y a des photos en HD qui sont imprimées, c'est vraiment un chouette objet. Et s'il y a plusieurs volumes, moi c'est clairement ce que j'aimerais avoir dans ma bibliothèque. Voilà. Restons en ligne avec le Bidule 2.0 et c'est le magazine Ciel et Espace qui lance enfin son nouveau site internet. Visiblement ça faisait longtemps qu'ils étaient dessus, donc c'est une bonne nouvelle. Ciel et espace.fr tout simplement, c'est une version très claire, très épurée, sur fond blanc plutôt que sur fond noir comme ils avaient avant. Moi personnellement je préfère. Et ça permet de lire ces journalistes plus souvent que sur papier, si vous êtes passionné de tous les sujets que je traite, vraiment, je sais que je vous le dis à chaque fois. Mais Ciel et Espace à acheter régulièrement ou sous forme d'abonnement, c'est juste le top du top du top du top du top. Sur le web, toujours, le tweet qui nous vient de Samantha Cristoforetti, l'astronaute européenne et italienne qui a récemment fait un séjour dans l'ISS et qui nous apprend que la Station Spatiale Internationale, justement, a bouclé 100 000 orbites autour de la Terre. Nos enfants n'ont jamais connu une seule journée sans présence humaine dans l'espace, précise-t-elle, et effectivement, j'avais pas vu les choses sous cet angle, mais maintenant que j'y pense, c'est assez vertigineux. C'est une super définition pour une génération, en tout cas. L'info de cet épisode nous fait lever le nez vers le ciel également, puisque Mars s'est passé à l'opposition le 22 mai dernier, ce qui veut dire que le Soleil, la Terre et Mars étaient alignés. Mars se trouve à l'opposé du Soleil, de notre point de vue. Et ça veut surtout dire qu'en ce moment, on peut la voir très très bien tous les soirs. Voilà, à l'œil nu, hein. Mais c'est le 30 mai qu'elle sera au plus proche, à environ 75 millions de kilomètres, ce qui est la moitié de la distance Terre-Soleil. Donc, ces jours-ci, à l'œil nu ou pas, si vous êtes équipés, et si vous voulez voir Mars, c'est le moment, c'est très beau. C'est vrai, comme elle est tout près, on voit vraiment que c'est pas une étoile, mais dans le ciel ça ressemble à une étoile, mais
rouge quand même, enfin un peu plus rouge que toutes les autres. Donc si vous voulez avoir des détails sur ce qu'on peut observer avec des jumelles ou un télescope et sur ce phénomène astronomique plus globalement, il y en a justement un article très complet dans le ciel et espace actuellement en kiosque. C'est un très bon guide. Et du coup, Hubble a profité de ce rapprochement pour la photographier, lui aussi. Et avec la légende, ça donne ça. Cela dit, il n'y a pas que Mars qu'on peut voir en ce moment, il y a aussi Jupiter et Saturne qui se trouvent dans notre champ de vision ces jours-ci. L'événement de cet épisode, c'est une découverte absolument majeure de l'instrument Rosina sur Rosetta qui a trouvé, tenez-vous bien, de la glycine et du phosphore sur Tchouri. Alors pourquoi c'est complètement dingue et très très excitant? Parce que la glycine n'est pas seulement une fleur, c'est d'abord un acide aminé, certes le plus simple, mais un acide aminé quand même, donc une brique de la vie, et le phosphore est l'un des 5 atomes qui constituent l'ADN. C'est Hervé Cotin, dont je vous parle très souvent aussi, qui co-signe l'article publié dans Science Advances, et il explique sur le site du CNES que cette découverte renforce l'hypothèse selon laquelle la vie pourrait s'être formée sur Terre grâce à l'apport de molécules d'origine extraterrestre. C'est fascinant de voir comment on avance dans la compréhension de l'origine du vivant sur Terre avec cette mission Rosetta là. Moi je suis toujours autant excitée de voir l'histoire de l'astrochimie s'écrire devant mes yeux, devant nos yeux. C'est une nouvelle incroyable, on est bien d'accord quoi. Alors je vous laisse des tas de liens pour que vous puissiez aller vous renseigner plus en détail sur cette découverte. Et encore une fois, suivez Hervé Cotin sur Twitter. À chaque fois, il prend le temps d'expliquer les études qui sortent en détail. Il fait un super boulot de vulgarisation en 140 caractères et c'est passionnant. En parlant de vulgarisation, justement, et pour finir cet épisode, la date est celle du 3 juin, je serai à la nuit Sciences et Lettres organisée par l'ENS de Paris, à Paris donc, avec mes camarades youtubeurs David de Sciences Étonnantes, Léo de Dirty Biology et Cyrus du Coup de Fil pour parler YouTube et vulgarisation scientifique. Mais si vous n'êtes pas à Paris, ce sera retransmis en live sur YouTube de toute façon. Et si vous êtes à Paris, que vous aimez la culture, les sciences et que vous n'avez pas spécialement envie de voir nos tronches, venez quand même faire un tour du côté de Normal Sup vendredi prochain parce qu'il y aura 1 milliard de trucs passionnants à voir, à faire, à écouter, à rencontrer, de lectures, de textes du mathématicien Alexandre Grothendieck par Anouk Grimberg à des expos, en passant par des conférences sur le Bitcoin et des ateliers sur les virus marins. Il va y en avoir pour tous les goûts, dans toutes les disciplines. Vraiment, c'est assez hallucinant le programme de cette nuit Sciences et Lettres qui ne durera que quelques heures. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire tout ça en un seul lieu et en quelques heures. Sérieux, c'est assez hallucinant et c'est génial. Donc, je vous mets le programme en dessous de la vidéo, comme toujours, et si vous me croisez, n'hésitez pas à me dire bonjour, ça me fera très plaisir. Et voilà, c'est la fin du 55e épisode de ce podcast, un peu rapide, pardonnez-moi, mais je n'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment. Merci à tous ceux qui le téléchargent sur iTunes de le solliciter autant, ça fait plus d'une semaine maintenant qu'il se trouve systématiquement devant la conversation scientifique dans le classement des podcasts scientifiques, audio et vidéo confondus, ce qui me fait très plaisir, et vous imaginez bien, mais tout de même, voilà une émission qui mériterait la première place du classement. Du côté de la tête au carré, je vous conseille l'émission Hommage à André Braic, qui est pleine de ses interventions, notamment celle où il était venu à la Cité des Sciences pour l'atterrissage de Philae sur la comète Tchouri, justement. Et si vous écoutez ce passage, sachez que je me trouvais à un micro juste en face de lui et que j'en garde un souvenir ébloui parce que c'est la seule fois où j'ai eu la chance de le rencontrer. En ce qui me concerne personnellement, vous pouvez me retrouver sur la chaîne String Theory dans Spatialiste. On tourne 4 épisodes dans quelques jours, là, j'ai hâte. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur Twitter, liker ma page Facebook où je partage de l'actu absolument tous les jours et vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci aux tipeurs pour leur générosité, vous êtes presque 100, je suis vraiment gâtée. Et si vous voulez m'aider autrement, alors partagez mes vidéos, parlez-en autour de vous, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit mot et des étoiles sur iTunes, ça me fait toujours hyper plaisir et ça m'aide beaucoup. Je vous laisse en rediffusant cette interview d'André Braic, dont je vous avais déjà parlé un jour, je crois. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de notre planète, et n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire. Nous vivons une période tout à fait extraordinaire en ce moment, puisque les découvertes succèdent aux découvertes. Je passe sur le fait qu'on n'a jamais vécu aussi vieux, qu'on n'a jamais, comment dirais-je, été, je dirais, aussi heureux, qu'on n'a jamais été aussi bien soigné, que je suis la première génération qui n'a pas connu la guerre depuis 2000 ans, que un bateau à Marseille, la moitié de la ville était morte, qu'avec des épidémies, une mauvaise récolte, 100 000 personnes étaient mortes pendant l'hiver. Donc c'est une période merveilleuse. Et dans cette période merveilleuse, à quoi le devons-nous ? Nous devons essentiellement
à l'avancée des connaissances, à l'avancée de la science. Et nous avons la chance, en France et en Europe, d'être un endroit où beaucoup de choses se passent. C'est même un peu la racine de tout cela, grâce à ce qui s'est passé il y a quelques siècles au moment de la Renaissance scientifique. C'est pourquoi on a un tout petit peu d'avance sur les Chinois, les Indiens, les Arabes. On n'est pas plus intelligents. On a connu ce moment merveilleux de la Renaissance scientifique. Alors le problème, c'est quand le souci de chacun, chaque jour, les soucis quotidiens, les maladies qu'on peut avoir, un chômage qui peut arriver de temps en temps, etc. Et puis cette avancée formidable et cette merveilleuse qu'on vit, il y a un hiatus énorme. Et à mon avis, le hiatus, c'est dû à un manque de culture scientifique. Quand on prononce le mot culture, on pense à la musique, à la peinture, à la poésie, on a raison. On oublie la science dans sa dimension culturelle. Or, sa dimension culturelle, c'est quoi? C'est tout simplement essayer de comprendre le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? Comment ça marche? Et on se repose sur deux postulats. D'une part, il existe des lois. D'autre part, notre cerveau est capable de les comprendre. Peut-être que c'est pas vrai, mais enfin on essaye. Et avec ces lois-là, en démarrant ça, on trouve plein de choses. Et l'aventure scientifique, le plaisir de la découverte, tout ce qui se passe, je crois que ça devrait nourrir chacun. Et malheureusement, les journaux, les télévisions, souvent, n'en parlent pas. Ou alors un bulletin de 30 secondes ou 2 lignes dans un journal. Et ça, c'est bien dommage, je pense. Parce que certains des problèmes que nous avons, on parle de violence. Tout le monde sait que la violence n'est pas la fille de la pauvreté. La violence est la fille de l'inculture. On parle de chômage. C'est pas en faisant des chemises à bas coût qu'on le résoudra. Les Chinois font ça mieux que nous. C'est l'innovation qui apportera quelque chose. Et donc je rêve d'un endroit où le dialogue entre d'une part les citoyens et d'autre part les scientifiques soit quotidien. Je goûte le plaisir que j'ai de vivre cette vie-là. Écoutez, beaucoup de mes ancêtres, moi je suis originaire du Midi, hein, beaucoup de mes ancêtres étaient dans les bassins miniers, ont été mineurs. Ils sont tous morts à 50 ans de la silicose. Je serais né 100 ans plus tôt, 50 ans plus tôt, je serais été au fond de la mine, je serais mort depuis longtemps. Et puis je peux vous dire que leur sort est... Ma grand-mère qui m'a élevé m'expliquait que fille aînée d'une famille nombreuse, son problème était, est-ce que je vais avoir assez à manger pour tout le monde? C'est lundi, j'ai de quoi manger lundi, mardi, mercredi, je suis pas sûr. Bon, moi mon problème c'est est-ce que j'aurai le temps de manger? C'est pas est-ce que j'ai quelque chose à manger. Donc je veux dire, j'ai une chance extraordinaire. Et en plus, comme je dis, non seulement je m'amuse tous les jours, je rêvais d'un train électrique quand j'étais petit, mes parents n'avaient pas de gros moyens. Et ben j'ai une sonde spatiale qui vaut 4 millions d'euros qui tourne autour de Saturne et avec laquelle je m'amuse chaque jour. Et en plus pour jouer avec, on me paye la fin de chaque mois. Alors je vais pas faire la gueule, hein. C'est pour ça que j'en veux à tous ces homo tristus qui parlent de la crise, des mauvaises nouvelles, c'est épouvantable. Mais écoutez, c'est une vie merveilleuse qu'on a au contraire. Et je crois que si vraiment la situation était difficile, c'est pas en faisant la tête qu'on la résoudrait, c'est en étant enthousiaste. On avance et je crois que la tristesse est communicative, comme l'enthousiasme peut être communicatif. Et en tant qu'enseignant, je crois que mon devoir vis-à-vis de mes étudiants, c'est qu'ils sortent d'un cours en ayant envie d'en faire plus, en ayant envie d'en savoir plus, et pas en faisant la tête. Et donc j'essaie de lutter contre cette morosité ambiance, ces homo tristus. Et d'une certaine manière, je dis les homo tristus ont un mérite, ils permettent de mieux apprécier les homo rigolus. Moins nombreux, mais plus utiles.